l'amour de la boxe était tellement ancré en moi il fallait beaucoup plus que ça pour me déstabiliser. Ah, beaucoup plus. J'étais juste décidé à remettre le compteur à zéro, mais je n'étais pas déstabilisé. Je voulais juste refaire autre combat pour, pour remettre le compteur à zéro. Peut-être en quittant le MMA, quitter sur voilà, une bonne note. Je gagne le 100% fight et c'est la première fois où je gagne un peu de sous en combat. C'était très beau, mais une fois encore, ça ne m'a pas déstabilisé. Parce que c'était un tournoi et j'ai gagné le tournoi après 2 combats le même soir. Mais la semaine prochaine, c'est là où j'ai cherché la salle de Noisy-le-Grand parce que je me suis dit, ok, c'est beau, j'ai fait l'expérience, ok, j'ai accompli ma curiosité dans le MMA, j'ai fait ce que je voulais. Il est temps de penser vraiment à ce qui était mon rêve d'origine, à la boxe anglaise. C'est là où je vais à Noisy-le-Grand. Donc, c'était loin de me déstabiliser. L'UFC qui a mis un trait sur ça, qui a dit « Ok, tu fais du MMA ». C'était un gros choc. Je pense que c'est même à partir de ce moment où les choses ont bousculé. C'est à partir de ce moment où j'ai compris que la vie n'était pas simple. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très attaché à la famille, au fait. Je pense que je le suis toujours. J'ai vécu de très grandes valeurs familiales. Et ça, c'était très difficile pour moi. Il fut une fois que j'avais même demandé à ma tante pourquoi mon père et ma mère n'ont pas pu vivre comme son mari et elle. Et elle a trouvé ça juste bizarre qu'un enfant de j'avais 6 ou 7 ans, puisse faire cette observation. Mais c'était juste le manque de mes parents, le manque de ma famille, parce que j'étais là, mais je me sentais toujours comme un intrus. Mes parents, ils étaient à Yaoundé, tandis que moi, j'étais au sud-ouest, à Boya, pendant qu'eux, ils essayaient de discuter la garde et tout ça. Et je sentais que j'avais plus la même considération à leurs yeux que j'avais aux yeux de mes parents. Il y avait plus quelqu'un qui était proche de moi, du coup j'étais isolé. Je suis resté un enfant isolé et renfermé. C'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à se compliquer pour moi. Au bout d'un moment, je pense que inconsciemment, j'ai accepté la chose et j'ai accepté le fait que certaines choses n'allaient pas se faire pour moi et que j'étais seul. Voilà, c'est à partir de là où j'ai plus développé ma partie solitaire. J'étais très retiré de ce qui était la vie. Bon, pas la vie réelle, ça restait toujours réel, mais j'étais très retiré de la vie que j'avais. J'avais ce que j'appelais pour moi, j'avais un refuge. Je me créais un truc imaginaire où je me réfugiais avant que je ne revienne à la réalité. Ce n'est pas des hallucinations, mais c'était de l'imagination et qui marchait bien. Mon monde arrivait parfois à me combler, à me tromper. Je savais que ce n'était pas vrai, mais au moins je m'évadais pour certains moments et j'avais une lueur d'espoir. J'arrivais à sourire, j'arrivais à être un enfant normal, même si ce n'était que dans l'imagination. Donc c'est un peu comme ça que je me suis sorti de cette situation et j'ai grandi avec. Donc, et c'est ça qui m'a révolté. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose pour prouver à ces enfants-là que je n'étais pas un dernier. Il fallait que je leur prouve que c'est la vie qui en a décidé ainsi, mais au contraire, je suis même mieux qu'eux parce que je travaille déjà à mon âge. Je fais déjà ce que je ne devrais pas faire, ce qu'eux ils ne font pas. Il n'y avait aucune opportunité, je ne savais pas où j'allais commencer. J'étais encore à l'école. Mon temps libre ne me servait que d'aller à la mine de sable, à la carrière de sable, pour essayer d'avoir quelques centimes, quelques sous qui vont me servir peut-être à acheter mon cahier ou à me faire coudre une nouvelle tenue ou acheter un nouveau sac ou à finalement finaliser ma scolarité ou je ne sais pas, peut-être
pour un jour au moins avoir droit au goûter à l'école. Certainement, ça a aidé à mon physique. Bon, après, forger mon physique, je ne pense pas parce que nous tous qui avons travaillé dans ces mines de sable, on n'a pas le même physique. Donc, j'ai toujours été à part entière, même parmi ceux qui faisaient du sable. Mon parent, c'est ma mère aujourd'hui parce que ça fait, depuis 2001, mon père il est décédé. Ouais. Mais très bon rapport, puisque c'est surtout celle qui est revenue et qui a tout sacrifié pour nous, pour qu'on ait enfin une vie entre guillemets normale. 2-3 ans plus tard, elle est revenue au village, et parce qu'après je suis allé au village. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai vécu dans pas mal de familles et je continue à vivre dans certaines familles, mais jusqu'à finalement, nous nous sommes regroupés et on est restés ensemble. Mon grand frère, il est chauffeur. Mon petit frère, il vendait dans une boutique. Bon, je pense que là, il va se mettre à la photographie. Ma petite sœur est femme au foyer. Et le tout dernier, il est encore à l'école. C'est le génie de la famille. Et c'est en même temps celui qui a de la chance de pouvoir faire des études, s'il veut. Il a 18 ans. Il compose le bac cette année et j'aimerais le prendre avec moi aux États-Unis. On a eu un départ qui était très, très dur, mais on est restés ensemble. On a su remonter la pente et voilà. On a stabilisé la situation, on s'est fait. Et après, chacun avait ses rêves, ses convictions. On se soutenait et j'ai suivi mon rêve. Je suis allé à l'encontre de mon rêve qui pour tout le monde était débile. C'était juste un rêve débile. C'est plus tard quand ils ont vu du concret qu'ils se sont dit « Ah ouais, quand même ». On a toujours été proches parce que même à l'époque, au fait, je pense que c'est même le côté le plus avantageux de notre vie de misère, au fait. À l'époque, je me rappelle, il fut une époque, j'étais un peu maladif. Et c'était juste hallucinant de voir comment tout le monde se mobilisait pour me venir en aide. Et ça, ce sont des trucs qu'on n'achète pas. Ce sont des trucs qu'on ne change pas. Ce sont des vraies valeurs. Et même pendant mon aventure pour l'Europe, j'ai eu des moments très difficiles et que j'ai fait peut-être appel à ma famille. Bien qu'ils n'avaient rien, ils se sont mobilisés pour donner le peu qu'ils avaient, pour donner tout, pour me donner leur soutien. Donc je savais, même si parfois j'étais juste mal dans ma peau pour demander de l'aide, je savais que je pouvais m'appuyer sur eux. Et ça, il n'y a rien qui vaut ça. Après 1 an de bosse, je suis tombé malade, j'ai eu d'autres difficultés, j'ai eu l'hépatite B et ça a été très très difficile. Mais quand je suis revenu de là, j'avais compris que ce n'est pas au Cameroun que je m'en sortirais. Bon, ça, je pense que même avant de commencer la boxe, j'avais compris. Mais qu'il était temps de prendre les choses en main, car j'avançais en âge et voilà. Je suis allé en quête d'un endroit où je pouvais avoir l'opportunité pour enfin m'exprimer. Même la télé, on n'avait pas. Et puisque j'avais toujours entendu un peu parler de la boxe, les Mike Tyson, Holyfield, tout ça. Mohamed Ali, bien évidemment, mais lui, c'était une légende, il ne boxait plus. Et je pense que c'est peut-être à 20... C'est en quelle année? Ouais, ça devait être peut-être en 2012 que je commence, ouais. Je devais avoir 26 ans, ouais, que je commence à aller sur YouTube et voir des vidéos de boxe, plus particulièrement les vidéos de Mike Tyson. Allez, demi-finale chez les moins de 120 kilos, c'est le tournoi. Coin rouge, Francis Ngannou Crossfight, coin bleu, Bilal Tataï, Team Azarkan. Arbitre de cette rencontre, Ahmed Korchi. Première reprise.
Je n'avais pas de plan puisque à l'origine, je venais déjà pas en France. Je voulais peut-être aller en Angleterre parce que la boxe était plus développée là-bas. Après, j'ai compris qu'en tant qu'aventurier, même si tu es déjà en Europe, aller en Angleterre, il fallait encore passer une étape et j'étais fatigué de l'aventure. Et j'ai décidé donc d'aller en Allemagne. Je ne sais pas pour quelle raison je me suis retrouvé en France. Je me suis arrêté là pour voir et j'ai fait des rencontres de Didier Camon et éventuellement. Et après, ça a continué. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé au MMA Factory. J'ai commencé à construire quelque chose et petit à petit, je me suis assis et je me rappelle ce qui m'était passé à l'esprit à cette époque. Je m'étais dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, même si je vais en Angleterre ou en Allemagne, je finirai par aller aux États-Unis parce que mon objectif final, mon rêve, c'était les États-Unis. Et pour moi, il était clair qu'en France, j'avais déjà l'opportunité pour m'exprimer. Et je pouvais commencer par là et finalement arriver aux États-Unis par la grande porte que de passer encore par la porte de service. La France, pour moi, était un escale. J'avais décidé, puisqu'ici, je peux m'entraîner, je peux me faire remarquer et créer mon opportunité pour pouvoir un jour me retrouver aux États-Unis comme j'en ai toujours rêvé. Et ce fut le cas et c'est arrivé très vite parce qu'au bout de 2 ans et demi, c'est comme ça que j'arrivais aux États-Unis par la grande porte. Ouais, ça c'est...
Dès que j'arrive ici, je ne connaissais personne, je n'avais pas un logement, j'avais rien. Je dormais dans une rue, sous un parking, là-bas entre l'avenue Dominil et la rue des Rambouillets, ici dans le 12e. Et puisque j'étais arrivé un dimanche, c'était le 6 juillet exactement. Et le lendemain, qui était le lundi 10 juin, autant pour moi, qui était lundi 10 juin, je suis allé à la recherche d'une salle de boxe, puisque c'est pour ça que j'étais là. Je me rappelle même la nuit du dimanche à lundi, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à comment j'allais chercher la salle de boxe. Et j'ai cherché les salles, j'ai marché dans des rues, je me suis renseigné jusqu'à ce que je me retrouve au Cagine. Et quand j'arrive au Cagine, je vais à l'accueil, on me donne la fiche d'inscription avec le prix, le planning et tout ça. J'avais pas les sous pour payer. Et j'ai demandé à voir le coach de boxe. Et ce jour-là, le coach de boxe, lui, n'était pas là. Et c'est Didier Camon qui donnait les cours. J'ai demandé à lui voir si possible. Et on m'a amené en bas, je l'ai vu, je l'ai expliqué, je l'ai dit, je viens d'arriver, je n'ai pas de sous. Je n'ai pas où dormir, mais j'aimerais m'entraîner parce que je vais être champion du monde. Ce qui avait l'air un peu prétentieux, quelqu'un qui arrive de nulle part et arrive dans une salle avec des gens qui sont là des années, qui ont un rêve, qui n'arrivent pas et toi tu viens tout à coup, je vais être champion du monde. Mais c'était mon rêve au fait. Et lui, il m'a promis de voir avec le coach de la salle et ils ont vu ensemble et il m'a rappelé après la prochaine séance pour me dire que c'était bon, je pouvais venir m'entraîner. C'est après quelques semaines, après quelques séances d'entraînement qu'il me parle du MMA parce qu'on s'était entraîné ensemble, il m'avait vu et il me parle du MMA, il me dit ça peut aller, ça peut arranger les choses pour moi. Mais je ne connaissais pas, c'était tout nouveau. Il était inconcevable que la boxe que j'ai portée en moi pendant des années, que tout à coup, je renonce à ça parce que quelqu'un m'a parlé du MMA. Je n'ai pas été convaincu parce que malgré le fait qu'il insistait, il insistait très posément et d'un autre côté, il y avait cette salle la salle qui devait fermer pendant les vacances. Et entre-temps, je faisais déjà du bénévolat ici à l'association La Chorba, à côté du MMA Factory, qui à l'époque était encore CrossFight. Et puisque la salle voulait fermer dans un mois, je voulais continuer à m'entraîner. Et c'est là où j'ai dit au directeur de l'association, M. Yembou Rater, que je voulais voir à côté s'ils en faisaient de la boxe. Comme ça, je continuerais la boxe pendant que le Cagine était fermé pour y retourner à la rentrée. Et lui m'a fait savoir qu'ils ont plutôt de très bonnes relations de voisinage, que ce serait mieux si c'est lui qui parlait à ma place. Alors j'ai dit, c'est encore mieux. Et il est allé là-bas, il a rencontré Franck, qui m'a présenté à Lopez. Et il a épousé l'idée de Didier Camon, qui était du fait du MMA. Mais une fois de plus, pour moi, ce n'était pas ça. J'ai essayé le MMA parce que c'était là. J'en faisais du MMA, mais dans ma tête, c'était la boxe. Là, j'étais carré. Je suis allé aux compétitions de MMA juste par curiosité, pour voir c'est quoi. Déjà, je m'étais même promis d'arrêter après les Contenders, mais seulement j'ai perdu mon deuxième combat. Et ça, je pense que c'est une chose qui m'a permis de continuer le MMA. Parce qu'il était juste, mon ego ne me permettait pas de quitter le MMA sur une défaite. J'avais comme impression de renoncer, de fuir. Pourtant, c'est un truc que je n'accepte pas. Alors, j'ai continué, je suis allé au 100% Fight. Et après, j'ai cherché une salle de boxe qui était celui de Joseph Germain à Noisy-le-Grand. Je faisais du sparring avec Carlos Takam. J'étais dans cette salle où je faisais de la boxe et je faisais du MMA ici. Donc, puisque j'avais tout mon temps, je ne travaillais pas, je faisais tout et ça ne me dérangeait pas. Jusqu'à ce que, peu de temps plus tard, l'UFC arrive. Et c'était enfin une opportunité que je ne pouvais pas cracher dessus. Première reprise.
Pense à Théo, pense à Théo. Pense à Théo. Super, super. Tiens bien ta garde, faut pas qu'il sort la jambe. Ne fais pas ça sans coup. Ne fais pas sortir, ne fais pas sortir. Il y a les cordes là, c'est gênant. Allez, on va se relever. On va se relever, on va se relever. Sors ton coude là, sors ton coude. Voilà, super. Sors ton genou, on part à demi-quart. Non, donne pas ton dos, Rachid, donne pas ton dos, c'est pas bon. Et Rachid, fais-moi plaisir. C'est quoi? Lâche-moi ton dos. Lâche-moi, putain. Au revoir, Rachid, au revoir. Encore, encore. Encore, oui. Voilà, super, c'est bien, c'est bien. Renverse-le, tu peux renverser Rachid. Derrière, Rachid. Pousse, gêne-le, voilà. Voilà. Le genou, Rachid, au milieu. Le genou. Ton genou, Rachid. Voilà, encore. Mets la main sur les selles. Rachid. Pousse les crânes. Reste dedans. Rachid, fais attention, dans le bras, dans ton bras, voilà, super, y'a rien. Mets la main sous les aisselles, mets le pouce sous les aisselles, Rachid. Voilà, pouce, ok, mais Rachid, s'il te plaît. Bien, sois vite, c'est du sapin. Les abdos, encore. Ouais, la guerre. Pousse avec tes jambes. Prends la jambe. La sortie, Rachid. Les hanches. Voilà. Encore les hanches. Passe le bras. Encore tes hanches. Rachid, tu renverses. Renverse vers le coin. Renverse vers le coin, Rachid. Pousse le coude vers l'eau. Range le menton, il n'y a rien du tout. Pousse le coude vers l'eau. Super. Retourne, voilà. Laisse-le pas. C'est bien, Rachid. Attention, tes hanches. Va chercher les genoux, déstabilise. Là, tu te laisses faire. Gêne-le. Prends ce genou. Crossfight, le point bleu Nicolas Speck, Foxing, Lagny-sur-Marne. Patricio Carlos, arbitre de la rencontre.
Rouge. J'ai eu un combat en septembre 2014 au SHC en Suisse. Et ouais, c'était mon premier combat dans l'octogone. Et c'était un peu bizarre parce que ça faisait ça faisait déjà 1 an que je faisais du MMA. Et je me demandais au fait, qu'est-ce que ça fait? Tu vois, c'est comme... J'avais pas encore imprimé la notion MMA. Je me posais encore beaucoup de questions. Mais si jamais, comment on passe? Même des techniques que je fais souvent, ce n'était pas encore un réflexe pour moi. Il fallait que je réfléchisse à ça. Dis, mais si ça se passe ainsi, je vais réagir comme ça. C'était un peu difficile. Mais bon, j'ai même pas eu l'occasion de... J'ai même pas eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit et j'avais gagné le combat. Dès que l'arbitre a donné le coup d'envoi, le mec il avait beaucoup plus d'expérience que moi, mais pour moi il était clair, quand je le regardais, il était clair que non, lui, il n'allait rien me faire. Il était hors de question que... ouais. Et moi, je suis allé très fort. Ça n'a pas duré. J'ai mis quoi? J'ai mis un low kick. Après, il a saisi la jambe. Un low kick qu'il a carrément renversé, même qu'il faisait 120 kilos. Et il est venu en lutte. On a un peu bousculé. Après, j'ai attrapé sa tête. J'ai fait une guillotine debout et fin du combat. J'étais en Belgique quand il m'appelle, c'était le jour de mon anniversaire. Il me dit qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aurais aimé pour un cadeau d'anniversaire. Je dis bah, je ne sais pas. Surprends-moi, il me dit et si je te dis que j'ai ton contrat de l'UFC sous les bras, il me dit ah ouais. J'étais content mais je ne sais pas, je ne sautais pas de joie. Je n'avais pas encore réalisé la chose. C'est ok, c'est cool. Oui, mais bon, je ne suis pas très émotionnel. Donc. Le premier contrat, c'était 10 000 $, plus 10 000 $ en cas de victoire. C'était tout ce que je n'avais jamais eu. Le contrat, c'était stipulé.
10, 12, 14, 16. Tu avais déjà la progression. Lui aussi, il débutait, c'était Luc Henrique, le Brésilien, lui, il était un gars du sol, qui était à la base, il était même un lutteur de l'équipe du Brésil de lutte. Ça, c'est une information qu'on n'avait pas eue. Donc, tout l'entraînement, on s'est un peu focalisé sur la partie sol, comment contrer le sol, défendre le sol. On a ignoré le facteur lutte. Et je me rappelle, dans la cage, la première fois, ma première action, c'était un coup de pied où il a saisi, il m'a amené au sol. Et j'ai saisi ses deux bras, j'étais en dessous. Limite, j'ai rigolé parce qu'il voulait sortir ses deux bras. Et je contrôlais, je me disais, ah ouais, je le maîtrise au fait, même si j'étais en dessous. Après, je me suis rendu compte que il était toujours en position dans la meilleure position. Et même si on restait là, c'est lui qui gagnait. Il fallait me défendre, j'ai commencé à bouger. Et là, après, l'arbitre nous a relevés. Et quand il me plaquait en lutte, c'est là où je me suis dit, ah, je pense qu'on a fait une erreur. Ça, c'est pas un gars du sol. Parce qu'il avait des positions de lutte horribles, difficiles. Et j'ai eu du mal. Alors, j'ai très vite compris qu'il était très, très bon en lutte. Je n'allais pas dépenser mon énergie à vouloir lutter avec lui ou à tomber dans un piège. Je bloquais et l'arbitre séparait comme ça jusqu'à ce qu'il se fatigue à force d'essayer et boum, KO. C'était au deuxième round. Je pense qu'au bout d'un certain moment, c'était au bout de peut-être 4 ou 5 tentatives de lutte. J'en ai eu marre, je l'ai bousculé et en même temps, il était fatigué. Et je l'ai bousculé, j'en avais juste eu marre et j'ai enchaîné, je ne sais pas, une série de coups. Il est tombé au dernier uppercut. Tu ne prépares pas ça, c'est un réflexe. Je m'étais senti à l'aise. Bon, pas très à l'aise parce qu'au début c'était un peu compliqué. C'était ma 3e fois d'entrer dans l'octogone et je me posais beaucoup de questions. Comment ça se passe? Ça faisait que 2 ans que je faisais ça et j'avais beaucoup de questions dans ma tête. Et j'étais très stressé et contracté aussi. C'est vers la fin que je me suis relâché. Je me suis dit, bah, vas-y. La plupart de mes victoires, il n'y a pas eu vraiment de contenu de combat, donc il n'y a pas grand-chose à retenir. J'ai gagné. Le combat d'Overim, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Je ne suis pas allé à fond, profondément dans le combat. On n'a pas lutté. C'était très vers la 2e minute déjà, donc il n'y a pas eu grand-chose. Le combat que j'ai beaucoup appris de ça, que j'ai retenu pas mal de choses de ce combat, c'était le combat contre Stipe, qui justement j'avais perdu. C'était la première fois que je faisais un combat, non seulement que j'allais non seulement à 3 rounds, mais à 5 rounds. Et puis encore, un combat qui était très très mal préparé. Très très mal préparé pour un combat pour le titre. Donc c'est là où j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que pour un combat de titre, j'étais mal organisé. Déjà l'UFC m'avait pas surpris, mais ils ne m'avaient pas donné le temps pour le combat, juste après Overeem. Et en voulant être le garçon de la maison, j'ai accepté le combat. Ce qui était une mauvaise idée parce que s'ils savaient que si ces genre de choses arrivent encore aujourd'hui, je vais demander plus de temps pour me préparer, pour m'organiser parce que j'étais organisé, j'étais tout seul. Et dans ce combat, j'ai dû monter tout quasiment un peu seul. J'étais aux États-Unis, je n'avais même pas une équipe sur place. Pourtant, ça faisait à peu près 8 mois que j'étais là-bas. Donc, j'ai été au management, j'ai tout fait sur ce combat quasiment seul. Pourtant, ce n'est pas ce qui devait se faire. Je n'avais pas pris des dispositions pour ce genre de choses et surtout de façon instantanée. Et la déception qui m'a encore traîné dans une autre défaite contre Derrick Lewis parce que je suis allé dans ce... Au fait, j'ai perdu ce combat, mais je suis jamais allé à ce combat en réalité.
Parce que personnellement, je ne me suis jamais présenté à ce combat-là comme ça. Mon corps, il était là, mais je n'étais pas là. Il faut être intelligent parce qu'un sparring dur, ça n'inspire personne, ça n'inspire pas l'adversaire. Et il y a beaucoup de risques de blessures et c'est ce qu'on évite le plus. On ne va pas là pour se blesser. Il faut être intelligent au sparring parce que quitte à ce que tu te blesses au sparring, autant mieux ne pas faire le sparring et aller au combat sans être blessé. Donc le sparring, justement, c'est pour améliorer ta performance. Il ne faut pas que ça casse ta performance, tes capacités en plus. On a tant attendu, on a toujours rêvé de ça et que de voir qu'on est sur le point de vivre ce fameux rêve, en réalité, c'est juste impressionnant. J'ai juste hâte de voir un événement UFC à Paris. Je n'attends que ça. Encore quelques années, c'était un rêve lointain. Et aujourd'hui, qu'on puisse parler de ça un peu comme du concret, c'est juste phénoménal. Mais bien évidemment, je combattrai ici en France. Bah, c'est incontestable. À l'UFC, je suis un peu l'image du MMA français aussi. Je ne pense pas que l'UFC, ils sont très business. Je ne pense pas que pour un premier événement, ils peuvent apporter en France un événement pay-per-view. Parce que la ceinture, c'est un événement pay-per-view. Sachant qu'ils sont très calculateurs sur l'argent, ils veulent déjà savoir comment va le marché français. Je pense que ça va commencer par un Fight Night, un événement ESPN+, Stipe. Ouais, ça me fera d'une pierre deux coups. Je reprendrai la ceinture où je l'ai laissée. Et malgré tout ce que j'ai pu traverser, on va dire que j'ai vu le bout du tunnel.